trois co-rapporteurs qui viennent de présenter en commission des affaires économiques notre rapport d'information sur l'avenir de l'industrie automobile française. Je remercie les journalistes qui sont présents physiquement dans cette salle et ceux qui sont également nombreux en visio. Donc voilà, on avait décidé de faire ce rapport parce qu'on considère que l'avenir de l'industrie automobile française est un enjeu majeur, que ce soit bien sûr au plan national, mais sur l'ensemble de nos territoires. Et vous verrez que, je le redirai certainement à la fin de mes propos introductifs, nous considérons que l'industrie automobile française est la colonne vertébrale de notre industrie. Donc c'est un sujet qui intéresse la Commission des affaires économiques au plus haut point et depuis un certain nombre d'années où on suit avec attention ces sujets-là. Et bien sûr, c'est devenu de plus en plus prégnant, plus particulièrement depuis l'automne dernier, ce qui nous avait conduit à auditionner dans le cadre de la Commission un certain nombre de grands patrons de l'industrie automobile française. Nous avions alors auditionné Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, bon, qui n'est plus en poste aujourd'hui, mais qui avait dit des choses extrêmement intéressantes. Florent Mennegot, le patron de Michelin, et puis Luc Chatel, qui est le président de la plateforme automobile française. Nous nous étions également rendus l'année dernière sur le salon mondial de l'automobile, puisqu'il avait lieu ici à Paris. Et donc tous et d'autres encore nous avaient alertés sur les difficultés, la situation très difficile dans laquelle se trouvent les constructeurs automobiles français, mais aussi l'ensemble des équipementiers, des sous-traitants. Et malheureusement, force est de constater que depuis, les craintes n'ont fait que se confirmer. Et d'ailleurs, vous, la presse, vous faites régulièrement l'écho de plans sociaux, de fermeture d'usines et encore tout récemment de mise au chômage partiel. Je ne citerai que devant Annick la mise au chômage partiel de l'usine de Sochaux-Montbéliard, mais ce n'est pas la seule usine malheureusement. On a vu ça aussi, je crois, dans les Yvelines où des annonces de chômage partiel ont été faites. Donc le travail des rapporteurs, bien entendu, a confirmé, je dirais, ces difficultés, mais il a permis aussi de les objectiver. Et ils vont dans quelques instants pouvoir vous présenter leurs conclusions, mais surtout les remèdes qu'ils proposent à travers 18 recommandations. Donc je les remercie très sincèrement pour leur travail approfondi, qui a été un travail de longue haleine, ils vont vous le dire aussi. Donc ils sont trois co-rapporteurs, et comme on a l'habitude assez souvent, et même je dirais presque toujours, de faire ces rapports d'information d'une façon transpartisane, puisque à la fois ce sont donc des co-rapporteurs qui siègent dans différents groupes politiques, Alain Cadec pour les Républicains, Annick Jacquemet pour l'Union centriste et Rémi Cardon pour le groupe socialiste et écologiste. Et sans vouloir préempter leurs annonces, j'insisterai simplement sur la nécessité urgente de protéger notre industrie contre la concurrence déloyale de la Chine qui n'a cessé de monter en puissance dans tous les secteurs. Nous parlons là d'automobile plus particulièrement, mais c'est vrai aussi par exemple pour l'acier. Il y a là un véritable enjeu de souveraineté, qu'elle soit nationale et européenne, dont le traitement nécessite des modifications assez profondes du cadre réglementaire européen, que ce soit sur les droits de douane, sur les aides d'État, sur les règles de mise sur le marché ou encore sur certaines règles sectorielles. Et je voudrais faire un parallèle avec la commission que nous avons eue, l'audition que nous avons eue hier en commun avec la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui est une audition que nous avions calée depuis longue date pour entendre le vice-président exécutif et le commissaire européen chargé de l'industrie et du numérique, Stéphane Séjourné, que nous avons donc pu auditionner hier avec nos collègues députés de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Et lui-même, et il a été interrogé à plusieurs reprises là-dessus, nous a confirmé que la Commission européenne avait fait son aggiornamento sur le sujet. Nous attendons maintenant, bien évidemment, une concrétisation rapide des annonces qui sont faites dans le cadre du plan d'action européen en faveur de l'industrie automobile. Notre crainte étant que la Commission s'arrête au milieu du gué. Ensuite, l'une des clés pour sauver l'industrie automobile française, mais les trois co-rapporteurs vont y revenir, c'est de retrouver la compétitivité. Et pour cela, le cadre fiscal, qu'il s'agisse des impôts de production, qu'il s'agisse du coût du travail et du coût de l'énergie,
est évidemment déterminant. Et donc la commission des affaires économiques sera donc particulièrement attentive, puisque nous allons rentrer, on verra bien évidemment ce qui va se passer demain par le vote des députés sur les motions de censure, mais théoriquement nous allons rentrer dans la discussion sur la prochaine loi de finances, et nous veillerons, la commission des affaires économiques, sur ces sujets-là, à ce que, effectivement, le prochain PLF ne dégrade pas ses paramètres, car pour nous, il en va de la survie de cette filière qui est, comme je vous le disais au début de mon propos, la colonne vertébrale de l'industrie française et au-delà de toute notre industrie. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et sans plus tarder, je cède la parole pour donc qu'ils vous détaillent plus leurs propositions et leurs propositions essentiellement. Qui commence? C'est Alain qui commence? Allez, Alain, c'est à toi. Ah, allez, Annick. Voilà, merci Madame la Présidente. Bonjour, merci de votre présence. Alors voilà, donc nous avons travaillé pendant plusieurs mois sur cette mission d'information, plus de 30 auditions, plus de 100 personnes rencontrées, et puis des déplacements sur le terrain. Alors l'industrie automobile française traverse aujourd'hui une crise profonde et durable, et cette industrie peut à court terme disparaître. L'origine de ce désastre se trouve d'abord dans une contraction sans précédent du marché. Et d'autre part, les constructeurs français et européens sont concurrencés dans ce domaine par les acteurs extra-européens, en premier chef les Chinois. La Chine est aujourd'hui le premier pays producteur de véhicules électriques dans le monde, assurant près des 2/3 de la production mondiale, et ses exportations ont été multipliées par 4 en 2 ans. Les raisons de ce succès, nous les connaissons. Une politique industrielle volontariste et planificatrice, mais surtout des subventions colossales, des coûts de production ultra compétitifs. Résultat, des prix de vente inférieurs d'environ 30% aux véhicules produits en Europe pour une qualité égale, voire supérieure. Cette situation a vocation à s'aggraver avec le retour du protectionnisme américain qui, en plus de nuire directement aux exportations européennes, amplifie encore les surplus de production que la Chine cherche à écouler sur le marché européen et exacerbe la concurrence avec la Chine sur les marchés tiers. Or, la survie de notre industrie automobile est un enjeu de souveraineté. Madame la Présidente en a déjà parlé. Il ne s'agit pas simplement de maintenir des usines et des emplois, mais de préserver notre indépendance économique, industrielle, technologique et même militaire. C'est pourquoi nous avons besoin d'une stratégie claire et ambitieuse pour éviter que la France et plus largement l'Europe ne deviennent simples consommatrices de produits et de technologies sur lesquelles elle aurait perdu la maîtrise. Pour cela, nous proposons d'abord des mesures d'urgence pour contrer la concurrence déloyale des pays à bas coût. La Commission européenne a déjà instauré en 2024 des droits de douane compensatoires pour aller jusqu'à 35% pour contrecarrer les subventions dont bénéficient les acteurs chinois. Mais ces mesures restent insuffisantes. D'abord, elles ne concernent que les véhicules finis. Or, la part des composants sourcés hors d'Europe dans les pays à bas coût ne cesse de grimper. Nous estimons donc que l'Europe doit utiliser toute la palette des outils de défense commerciale à sa disposition pour rééquilibrer la concurrence, comme le font du reste les États-Unis ou la Chine dans d'autres domaines. Nous recommandons donc d'imposer des droits de douane massifs et temporaires sur les véhicules chinois et sur certains composants clés et d'instaurer un seuil minimal de contenu européen dans les véhicules vendus en Europe à hauteur de 80% pour les composants hors batterie et de fixer un objectif de 40% de batteries produites sur le sol européen d'ici 2035. Cela aurait pour effet d'obliger les constructeurs étrangers qui souhaitent accéder au marché européen à s'implanter en Europe, avec à la clé des transferts de technologie et des créations d'emplois.
Il s'agit d'un levier puissant de relocalisation qui nous permettrait de conserver sur notre sol l'entièreté de la chaîne de valeur. Cette mesure devrait être doublée de la mise en place d'un éco-score à l'échelle européenne qui prendrait en compte l'ensemble du cycle de vie du véhicule pour déterminer l'éligibilité à certains mécanismes de soutien public. En effet, l'Europe favorise aujourd'hui les véhicules électriques en se basant uniquement sur leurs émissions à l'échappement. Or, dans une voiture électrique, jusqu'à 75% des émissions totales de CO2 découlent de la fabrication. Écologiquement plus juste, ce mode de calcul bénéficierait en outre particulièrement à la France grâce à son énergie nucléaire décarbonée. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à la Calette ou Rémi. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, ou rebonjour. D'abord, moi je suis de ceux qui pensent qu'on va vers un crash, ou un crack comme vous voulez, en tous les cas, de l'industrie automobile aujourd'hui, si rien n'est fait. En tous les cas, on a produit 19 recommandations, c'est bien ça? Je ne dis pas de bêtises. 18, ouais. Je vais vous en trouver une autre. Non, l'industrie automobile aujourd'hui, c'est 800 000 emplois, 350 000 emplois en amont, c'est-à-dire chez les constructeurs, et 450 000 emplois en aval. Et bien, ces 800 000 emplois, ils sont en danger. Ils sont en grand danger. On voit bien d'ailleurs qu'un certain nombre d'entreprises françaises, je pense à Stellantis notamment, ça a été des paraniques, font des chômages partiels en ce moment. Pourquoi? Parce que notre industrie automobile est complètement dépassée par l'avance qu'a pris notamment la Chine, on l'a cité, qui a entre 10 et 15 ans d'avance sur notre technologie à nous, notamment sur les batteries. Puisque le problème, c'est la décision de l'Union européenne d'imposer une date pour l'interdiction de la vente des voitures thermiques en 2035. Le problème part de là. Je rappelle quand même que l'Europe est avec la Californie le seul espace au monde à imposer une telle mesure. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Donc, dans ce cadre-là, moi je considère que l'Europe se tire une balle dans le pied, voire dans les deux pieds, c'est-à-dire que c'est pas tenable. C'est pas tenable. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je crois, le chancelier Merkel a demandé à la Commission européenne, et il le demandera au Conseil sûrement, de revoir dans le cadre de la procédure de revoyure, de revoir cette date de 2035 qui est totalement suicidaire pour notre industrie automobile. Notre industrie automobile n'est pas aujourd'hui adaptée à cela. Et donc, par contre, la Chine, elle est prête à envahir le marché. Ils sont en surcapacité. Nous avons visité la Chine avec Madame la Présidente il y a quelques mois. Et notamment, enfin, visiter la Chine. Non, on n'était pas en visite, hein. On était en mission. Et on a rencontré des constructeurs automobiles. C'est clair qu'ils ont entre 10 et 15 ans d'avance sur nous, en matière de véhicules électriques notamment. Par ailleurs, il ne vous a pas échappé non plus qu'on n'était pas encore au point en matière de bornes de recharge sur les véhicules. Alors, il ne s'agit pas d'une opposition, notre rapport ne débouche pas sur une opposition véhicule thermique, véhicule électrique. On dit simplement qu'on n'est pas prêt aujourd'hui, que notre pays n'est pas prêt, notre pays et l'Europe, mais notre pays n'est pas prêt à s'imposer ces règles-là. C'est clair. En matière de batterie, on a rencontré des fabricants, ce qu'on appelle les gigafactories françaises. Je pense à ACC par exemple et à d'autres, qui produisent. Alors Rémi est un spécialiste de la batterie, hein, il pourra vous le dire mieux que moi. Et non, le chambre avec ça, parce que c'est vrai que, je sais pas, nous on produit 10 batteries quand les Chinois en produisent 10 000, quoi. Enfin, je veux dire, par ailleurs, tous nos composants dans nos batteries viennent de Chine, y compris les métaux rares, qui viennent transformer en Europe et en France. Donc on est complètement dépendant de cela, mais aussi on est un peu, comment dirais-je, concurrencé par ce qui se fait dans d'autres pays de l'Union européenne, avec des coûts de production beaucoup moins élevés que le nôtre.
Mais le plus grave, c'est que cette industrie, on voit bien, il ne se vend plus de voitures en France. Il ne se vend plus de voitures en France. Par ailleurs, la durée de vie d'un véhicule automobile en France est passée à près de 25 ans, vous imaginez. Et puis, alors les constructeurs automobiles français se sont dit, on va essayer de faire des véhicules électriques, parce que le véhicule électrique, au départ, il est plus cher qu'un véhicule à la construction et à la vente, qu'un véhicule thermique, en France. Donc aujourd'hui, ils se sont dit, on va faire des voitures accessibles. Ils ont, notamment Renault, a réfléchi à la R5. La R5 électrique, c'est pas mal, c'est une petite voiture sympa, sauf qu'elle vaut 30 000 euros. 30 000 euros, c'est 12 ou 15 000 euros, trop cher pour un véhicule, pour un ménage modeste. Donc aujourd'hui, il se vend très peu de voitures françaises, voire européennes, à part les premiums. BMW, Mercedes en vendent encore un peu, mais malgré tout, même eux sont impactés par ce problème. Et donc, on a fait un certain nombre de propositions, vous les avez, hein, les recommandations, il n'y a pas que celle-là, mais évidemment, la plus emblématique, c'est de repousser immédiatement cette date de 2035. Évidemment, dans la progressivité, c'est pas de dire on va repousser ça en 2045 ou en 2055, c'est pas ça. C'est vrai qu'on est tous pour diminuer notre production de CO2, de carbone, on est tous d'accord là-dessus, mais il faut être réaliste, il faut être lucide et pragmatique, et surtout pas dogmatique en la matière. Alors certains, évidemment, le sont dogmatiques, on le sait bien. Mais en l'occurrence, on a besoin de temps pour s'adapter. Aujourd'hui, on n'a pas su le faire. Il faut qu'on y arrive. Sinon, notre industrie automobile, elle va tout simplement disparaître, comme la sidérurgie a disparu dans notre pays. Ce sera le même phénomène. On n'aura plus un emploi dans l'automobile. Vous imaginez quand même un pays, à l'époque, vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune, mais Raymond Barre disait, le socle de l'industrie en France, c'est l'industrie automobile. Bon. Donc, il avait en partie raison à l'époque, mais c'est encore vrai. C'est encore un des aspects de notre souveraineté industrielle qui existait, mais qui ne va plus exister demain. On n'aura plus de souveraineté là-dedans. Je vous parlais de la R5 tout à l'heure. Si vous voulez acheter une voiture électrique pas chère, vous allez chez Leap Motors, ça vaut 20 000 euros à peu près, quoi. La voiture à peu près identique, hein, grosso modo. Donc on ne peut pas s'en sortir en termes de tarifs aujourd'hui. Et donc les constructeurs, ils entassent les voitures, ils ont des stocks considérables, ils n'y arrivent pas. Et encore une fois, mais ça c'est important de le dire, dans notre rapport, on n'oppose pas le thermique à l'électrique, on dit simplement qu'il faut donner du temps au temps, parce que sinon on n'y arrivera pas. Voilà. Donc le reste, vous l'avez dans tous les documents qui vous ont été remis. Puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein. Maintenant ou après, comme vous voulez, quand mon collègue Rémi se sera exprimé. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, troisième rapporteur de ce rapport sur l'avenir de la filière. Déjà, un premier point, c'est que lors des auditions, on voit l'intérêt aussi de rouler en voiture électrique. Ça coûte beaucoup moins cher sur du long terme. Il y a quand même des avantages. La difficulté, et ça a été dit par mes collègues, c'est le coût d'entrée. C'est comment on accélère les ventes. Et ça, c'est la difficulté, et ça a été dit, le coût en moyenne est de 30 à 50% plus cher. Donc il faut 30 à 50%, sur lequel il faut, par rapport aux véhicules thermiques. Et donc c'est là où il faut, à mon avis, travailler. Et on voit dans les auditions, on a déjà besoin d'assurer, et ça fait partie des préconisations, d'assurer une stabilité sur les aides. Mais moi, je pense qu'à titre personnel, hein, ça n'engage pas le rapport, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin sur le leasing social. Parce que si je parle de leasing social, finalement, c'est très peu de Français. Encore heureux, parce que c'est très modeste pour le coup, à 15 000 euros de revenus par an. En l'occurrence, finalement, il y a beaucoup de Français qui regardent à la télé et qui voient les voitures défiler avec le leasing social, le slogan accrocheur à 138 euros, à 140 euros, à moins de 200 euros par mois, etc., etc. Et à la fin, en fait, ils ne sont pas du tout éligibles. Et donc, je pense qu'il y a une question et ça peut se résoudre aussi d'un point de vue européen. C'est là où on définit justement une espèce de
bonus écologique européen pour venir renforcer, pour qu'il y ait un leasing social en fait, européen demain. Bien sûr, en prenant compte des salaires des uns et des autres, ça va de soi. Il vaut mieux le dire avant qu'on ait justement des procès d'intention là-dessus. Mais en tout cas, je pense que sur la politique de la demande, il y a une urgence. Il y a une urgence, et ça fait partie aussi de beaucoup de préconisations dans ce rapport, c'est qu'il y a une urgence pour accélérer la vente, rassurer les consommateurs pour que justement les industriels, eux, soient rassurés pour que leur carnet de commandes soit rempli. Et c'est pour ça que, à la fin, je reste et je résumerai ce rapport en une phrase aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas rester dans de la fatalité, il faut de la volonté collective. Et c'est cette volonté qui émane dans plusieurs propositions, sur lesquelles il va falloir que toutes et tous doivent faire des efforts. Et j'étais hier justement au salon de l'expo, au salon de l'équipe auto, pardon. Donc c'est pas le salon de l'auto, mais c'est sur les équipementiers. Et figurez-vous, j'ai vu beaucoup d'innovations, notamment sur, et je fais référence à cette recommandation parce que du coup j'ai pu rebondir là-dessus, j'ai vu des appareils qui permettaient de créer un diagnostic de batterie certifié, notamment que ce soit pour de la vente de véhicules neufs ou la vente de véhicules d'occasion. Et donc on voit bien qu'il y a déjà pas mal d'entreprises qui sont prêtes à déployer ça, donc ça vient conforter notre recommandation pour permettre d'avoir un diagnostic de batterie certifié, parce que en l'occurrence il y a des bonnes réussites, notamment sur les Zoé. On avait peur que les Zoé, au bout de quelques années, les batteries allaient être défaillantes. Finalement, en fait, elles sont solides. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut aussi accentuer là-dessus, parce que on ne pourra peut-être pas tout résoudre avec des aides autour du leasing social. Je pense qu'il faut aussi, bien sûr, rassurer le parc de l'occasion. Parce qu'il faut qu'il y ait des affaires qui se fassent, et c'est là aussi on peut répondre à une classe modeste ou moyenne qui peut s'approcher en tout cas du véhicule électrique parce que le coût est un peu moins cher. Et puis aussi dans ce rapport, on a fait, lors des auditions, on a retrouvé aussi un intérêt sur on va dire aussi, qui a prouvé un peu l'échec aussi parfois de nos constructeurs français et européens, hein, sur le fait qu'on a voulu aller beaucoup trop vite dans des normes de sécurité qui coûtent parfois très cher. La fameuse norme où on rassure le conducteur comme quand on est en train de rouler un peu trop vite, c'est-à-dire quand vous dépassez 30, 50 et ainsi de suite, vous avez une alerte. Cette norme de sécurité, mine de rien, si mes souvenirs sont bons, c'est entre 4 à 7 000 euros sur des véhicules. Donc vous voyez que déjà, alors voilà, c'est beaucoup de questions aussi qu'on se pose, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des normes de sécurité qui vont plutôt dans le bon sens pour à la fois rassurer le piéton et rassurer le conducteur, mais d'un autre côté, il faut voir comment on équilibre tout ça, parce que ça a un coût, en fait, sur le coût final de la voiture. Et donc là-dessus, il faudra bien évidemment être vigilant. Et par contre, là où on a senti dans les échanges, et ils l'ont reconnu d'ailleurs, c'est qu'ils sont allés aussi, ils ont été fortement inspirés par des véhicules haut de gamme, un peu à l'allemande. Et donc en fait, finalement, on a perdu un peu notre corps de métier sur plutôt des voitures de moyenne gamme, ou du moins qui étaient connues par tous les Français. Et donc là-dessus, il y a aussi peut-être un virage à faire sur les véhicules très légers, parce qu'en fait, il faut aussi communiquer avec les Français que, en fonction de leurs besoins, il faut trouver la bonne voiture en fait. Et parce que peut-être qu'en zone périurbaine ou en zone urbaine, en fait, on n'a pas forcément besoin d'un SUV. Par contre, il y a des choses sur lesquelles il faut accentuer, je pense. Et donc on a développé aussi des propositions sur les véhicules très légers, parce que ça fait partie de l'équation, parce que déjà ça coûte moins cher, ça a son utilité, parce que quand même, il faut quand même revenir à l'essentiel, c'est l'utilité de la voiture à la fin, c'est pour quoi faire, c'est pour aller au travail pour beaucoup de Françaises et de Français. Et donc on a aussi rappelé tout ça. Et donc je terminerai peut-être pour résumer en 3 points, c'est ce que j'ai retenu. C'est en un, et ça a été dit par Annick, il faut quelque chose et c'est fait, c'est en cours, et c'est sur la politique commerciale, c'est des barrières douanières pour protéger de
du fait que les voitures chinoises pénètrent trop vite le marché européen. En deux, c'est quelque chose sur la politique de l'offre. Et donc ça, c'est le contenu européen et ça a été dit par mes collègues. Et donc là aussi avec un pourcentage assez fort, 80% hors batterie, 40% si on compte la batterie. C'est aussi un message très fort aussi aux autres concurrents qu'il faut aussi envoyer en disant il faut que l'Europe ne soit pas juste un continent de consommateurs, mais un continent de producteurs. Et puis le troisième point, c'est, je l'ai dit, sur la politique de la demande. Là aussi, il faut envoyer des gages pour assurer les consommateurs et parler à plusieurs catégories de Françaises et de Français, puisque sinon on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas, en fait, même si on met le paquet sur la politique de l'offre, s'il n'y a pas de politique de demande en face, en fait, ça ne répondra pas. Et d'ailleurs, c'est un peu on est un peu dans cette période, c'est-à-dire qu'on voit bien en face, il y a un décalage entre les revenus des Français et les voitures électriques, donc il faut rééquilibrer tout ça. En tout cas, c'était une expérience assez j'ai envie de dire intéressante, puisqu'on voit bien que ce rapport arrive au bon moment. Il a été attendu par les acteurs, et donc là aussi je remercie la présidente d'avoir œuvré pour accentuer et qu'on bascule sur un tel sujet qui paraît majeur dans nos territoires, surtout en Hauts-de-France, où effectivement on a beaucoup d'emplois, que ce soit sur les équipementiers ou encore les constructeurs. Merci à vous. Merci. Alors, y a-t-il des questions, que ce soit en visio ou ici en présence physique, par rapport à ce que viennent de présenter nos rapporteurs? Oui. Bonjour, Simon Chaudorge pour Capital. Sur la recommandation des barrières douanières, récemment la Chine a fait des menaces à demi voilées sur le fait de couper le robinet sur les terres rares. Est-ce que vous n'avez pas peur du coup que ça accentue la guerre commerciale et des mesures punitives côté chinois? Évidemment, on est dans l'ère Trump, l'ère des menaces commerciales, des menaces de taxes, de choses comme ça. Et évidemment, oui, c'est un risque. Mais on est totalement dépendant aujourd'hui de la Chine en matière de cellules de batterie. Donc on ne peut pas fabriquer de batterie en France aujourd'hui sans faire appel à la Chine. Donc évidemment, ça risque de poser un problème, ça, clairement. Mais c'est vrai dans d'autres domaines. La Chine, puis la Chine, je vous disais tout à l'heure, la Chine est en surcapacité. Elle a aujourd'hui, elle fabrique beaucoup plus de véhicules qu'elle peut en consommer elle-même. Ça veut dire un paquet parce qu'ils sont quand même à 1,4 milliard. Bon. Mais, et donc, ils sont prêts à envahir l'Europe. Ils commencent d'ailleurs. Je citais Leapmotor tout à l'heure. Il y a BYD que vous connaissez aussi. D'autres marques qu'ils ont rachetées, des marques européennes. Ils ont racheté Volvo. Une Volvo, c'est une voiture chinoise. Hein. Ils ont racheté Lotus. Enfin, Lotus, c'est des niches. Hein. Mais voilà. Donc, ils s'installent petit à petit. Stellantis a fait le choix de rentrer au capital de Leapmotor à hauteur de 21%. C'est un choix plutôt financier qu'industriel, me semble-t-il. Maintenant, c'est leur choix à eux. Mais on voit aussi que la stratégie proposée par les patrons, en l'occurrence, on parle de Stellantis, il y a eu Carlos Tavares, il y a eu un intérimaire. Aujourd'hui, il y a M. Rizzo, je ne me rappelle plus son nom, c'est un Italien. J'ai oublié son nom, pardonnez-moi. Ils reviennent sur leur théorie, parce que Carlos Tavares, au début, c'était « Oh, on n'arrivera jamais en 2035 ». Au bout de 3 ans, c'était « On va le faire, on va se mettre d'équerre, on va réussir à s'adapter ». Et là, aujourd'hui, les dirigeants de Stellantis disent « Non, on ne peut pas, il faut qu'on ait de la flexibilité ». Mais encore une fois, il ne s'agit pas de dire on est contre le véhicule automobile, le véhicule électrique. Au contraire, c'est évident que dans les années à venir, on y viendra, mais on n'est pas prêt du tout, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait. Pour rebondir sur la question de mon collègue, donc, Frédéric Prise de l'AFP, parce que j'ai eu exactement la même réflexion en vous entendant, enfin surtout en lisant le rapport. Ben, oui, mais donc si la Chine nous coince, coince l'Europe avec les batteries, oui. Comment est-ce qu'on peut... On n'a pas de solution. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est clair. C'est une recommandation, mais en fait, il n'y a pas... Mais on est mort. Okay, ouais. On est mort. On n'a pas de solution parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'approvisionnement en terres rares suffisantes, en tous les cas, terres rares préparées, qui peut être utilisées dans les batteries. On n'est pas prêt à ça. Et malheureusement, bah oui, pardonnez-moi, mais ils nous tiennent... oui. Donc ce sera un jeu de... Oui. Après, c'est de la diplomatie, c'est... Voilà.
par les... Oui, pardon. Je peux préciser. Vas-y. Oui, je voudrais préciser, c'est aussi pour ça que dans nos recommandations, c'est la recommandation numéro 5, on voudrait, en tout cas on souhaite, imposer un contenu local européen pour les véhicules vendus en Europe de l'ordre de 80% pour les composants hors batterie et fixer un objectif d'au moins 40% des batteries utilisées dans les véhicules vendus en Europe à partir de 2035. Je voudrais rappeler un chiffre, il faut savoir qu'entre 2009 et 2024, ce sont plus de 5000 politiques pour le contenu local qui a été mis en place sur tous les marchés et c'est moins de 1% qui a été mis en place en Europe. Donc vous voyez, le reste du monde, ils utilisent largement ce contenu local pour aussi faciliter la fabrication et se prémunir justement des Chinois et autres, tout le pays asiatique d'ailleurs. Peut-être pour compléter tes propos, il y a quand même un plan sur les métaux rares au niveau européen. Donc, non mais voilà, il y a quand même une anticipation au niveau européen et surtout, on voit bien que aussi c'est une opportunité aussi pour sortir d'une dépendance des énergies fossiles. Hein, parce qu'on l'importation de 70 milliards d'énergie fossile, ça a un coût aussi. Hein, donc il y a aussi il y a des difficultés, c'est vrai, pour avoir de la matière première pour faire des batteries, mais en même temps aussi, on se libère un certain nombre de choses sur l'énergie fossile progressivement. Je dis bien progressivement. Une question en ligne de Clément Allender pour AEF. Combien d'emplois sont menacés dans la filière automobile et à quel horizon? Merci. Je disais tout à l'heure, il y a 350 000 emplois directs et 450 000 emplois, pas indirects, mais en aval. Une grande partie, si nos recommandations ne sont pas retenues, si on n'arrive pas à réglementer tout ça, une grande partie de ces emplois sont menacés. C'est-à-dire 800 000 emplois au départ, on va pas dire que 800 000 emplois sont perdus comme ça, mais je disais tout à l'heure, je comparais l'industrie automobile à la sidérurgie. Si on a la même ligne, si on a la même trace, on peut considérer qu'une immense partie de ces emplois pourra disparaître dans les 5 ans, 10 ans qui viennent. Il ne faut pas se leurrer. Maintenant, j'essaye d'être un peu optimiste aussi. J'espère qu'on pourra essayer de s'en sortir. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bonjour, Vincent Ponce pour Newstank Mobilité. Alors moi j'aurais 2 questions. Vous avez évoqué Renault, Michelin ou la PFA, mais dans les auditions. Dans les auditions, je crois que vous avez auditionné. Oui. C'est celle qu'on a fait dans le cadre de la commission des affaires économiques. Okay. Après, les rapporteurs ont mis en place. On a auditionné tout le monde. D'accord. Et Stellantis aussi alors? Bien sûr. Bien sûr. Okay. Ah bah oui. Non seulement on les a auditionnés, mais on est allé à Sochaux visiter l'usine de 3008, qui nous expliquait qu'ils étaient incapables de se transformer en constructeur de voitures électriques rentables. Alors que c'est une chaîne extraordinaire. Je ne sais pas si vous y êtes allé, mais allez-y, parce qu'elle est magnifique, quoi. Mais M. Gentile, le directeur du site, nous a dit, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, en termes de rentabilité, je ne peux pas fabriquer des véhicules automobiles, des véhicules électriques. J'aurais aussi une autre question, justement, c'est sur la clause de revoyure de 2026 du pacte vert de Fit for 55. Le Green Deal, oui. Alors, en fait, il va être revu, non pas en 2026, mais en 2025. Ça, la Commission a pris cette décision récemment, avec l'accord du Conseil. Donc, elle va être revue. Le commissaire Stéphane Séjourné nous l'a confirmé hier soir. Hein. On était en réunion à l'Assemblée nationale avec lui. Donc, ce sera avant la fin 2025, la clause de revoyure. Très franchement, je pense qu'ils vont proposer un allongement. À partir du moment, je vais vous dire, à partir du moment où nos amis allemands, je mets toujours des guillemets, amis, surtout en matière industrielle. Et automobile. En automobile, j'entends, mais nos amis allemands, entre guillemets, puisque Merck hier a dit il faut absolument une clause de revoyure. Donc je pense que ça va passer. Il y aura une majorité au Conseil pour faire. Alors après, il faudra que ça passe au Parlement. Il y aura des carburants alternatifs qui seront mis dans le. Alors il y a aussi les carburants alternatifs, on en a parlé, mais il y a les biocarburants, hein, les collègues. Il y a l'hydrogène, il y a un certain nombre de choses. Le biogaz, ouais, qu'on arrive à liquéfier aujourd'hui. Mais bon, tout ça, ça va pas se faire en claquant des doigts non plus. Hein. Alors on n'a pas évoqué
les gros véhicules, les poids lourds. Parce qu'aujourd'hui, les poids lourds électriques, c'est pas simple. Hein. Sinon, la batterie va être aussi lourde que le poids lourd. Voilà, donc faut être un peu plus réaliste. Je pense que ça a manqué un peu de réalisme et de pragmatisme. Bonjour, Hakim Kasmi de la rédaction de France Culture, la radio. Alors, dans vos propositions, vous proposez notamment d'élargir le leasing social. Quand on voit le contexte budgétaire actuel, ne craignez-vous pas que cette mesure ne puisse pas être mise en place? Et aujourd'hui, deuxième question, beaucoup de clients reportent leur achat parce qu'ils ne savent pas si finalement il faut acheter de l'hybride, de l'électrique ou du thermique. Ils sont paumés. Voilà, ils sont perdus. Ah oui. Qu'est-ce qu'on prend? Du thermique, de l'hybride, du full hybride ou de l'électrique? Après, vu le nombre de publicités, quand même, qui orientent énormément sur le leasing social, on voit bien quand même que les précédents gouvernements, je ne sais pas ce que dira le nouveau, mais il y a quand même une volonté de vendre des voitures électriques. Donc, en tout cas, on a quand même le sentiment, maintenant, je vous l'accorde, c'est pour ça que je disais que ça n'engageait que moi, parce que c'était une proposition. Et ce que je pense qu'en fait, si vous ne voulez pas avoir des emplois menacés, il faut remplir les carnets de commandes. Et donc, remplir les carnets de commandes, ça veut dire accélérer les ventes des voitures électriques. Il n'y a pas 40 solutions. Aujourd'hui, c'est 50 000. Vous pensez vraiment que le prochain gouvernement pourrait monter à 100 000? J'en sais rien. Que le bonus écologique. Laissons le débat budgétaire qui se fera 149.3 aboutir à quelque chose. T'es pas défait le gouvernement, Ah non, pas du tout. J'en sais rien. Depuis hier après-midi. Hein? Non, mais depuis hier après-midi. On a juste suspendu notre censure. Hein. Elle peut arriver à tout moment. Non, mais il faut quand même le rappeler. Non, et donc du coup, pour répondre à votre question, c'est des choses qu'il faudra discuter et le débat parlementaire est là pour ça, je pense. Très concrètement. Le débat sur le PLF, oui, on abordera ça sûrement, c'est évident. Puisqu'on va avoir un débat. En absence de 49.3. Oui, il y a la dernière recommandation, elle m'intrigue aussi sur l'Airbus européen du logiciel embarqué. C'est quelque chose qui a été remonté par des interlocuteurs en particulier. Est-ce que vous pouvez développer C'est une idée qu'on a eue collectivement. On s'est dit que c'était un principe assez intéressant d'avoir... on serait plus fort en fait, hein, dans le système, comme le système Airbus en fait. Quoi, hein. Pourquoi pas? C'est une image en quelque sorte, hein, de ce qu'on souhaite. En fait, c'est parce que... Oui, vas-y. C'est aussi partie du fait que les véhicules maintenant ont de plus en plus de logiciels embarqués. Et c'est aussi pour garder la maîtrise de ces logiciels et surtout la sécurité. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, on voit bien qu'au niveau informatique, il peut y avoir des entrées, il peut y avoir des failles, jusqu'à avoir la prise en main de nos véhicules par ceux qui créent et qui maintiennent ces logiciels. D'où l'idée vraiment, et en plus la France est aussi à la pointe du développement de ces logiciels. Donc on voudrait bien augmenter finalement cette recherche et développement et surtout la création de ces logiciels pour qu'on soit vraiment autonome sur cette partie-là du véhicule aussi. Et ça fait partie de la deuxième en fait du coup d'après en fait. Hein. Là on a peut-être une bataille sur la voiture les voitures électriques, mais en fait sur la voiture ultra numérisée avec le logiciel, on voit bien que, et ça a été dit par Annick, hein, on est plutôt bon là-dessus. Même Valeo a des sacrées innovations. Donc il faut peut-être aussi anticiper les coups d'après pour justement pas être en retard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'on a accentué là-dessus. Et un peu le message, c'est la formule, peut-être qui vous a un peu surpris. Mais la formule, voilà, je pense qu'elle évoque quelque chose. Voilà. Et c'est vrai que Airbus est dépendant de personne. Hein. Donc pourvu que ça dure. Oui, mais ils sont dans Airbus. C'est un consortium. Hein. Oui. Non, c'est vrai que dans l'automobile, c'est assez concurrentiel aujourd'hui. Les intérêts français et allemands sont puis ça va pas plus divergents. Avec le staff et tout voilà. ça. Donc, c'est sûr que... Micro. Voilà. Juste pour rebondir à la réponse de mes collègues, je voulais aussi vous dire qu'on a vu sur les batteries, on a voulu faire un Airbus de la batterie. Or, on s'est rendu compte que chaque constructeur voulait faire son petit marché de son côté, en fait. C'est pas faux.
pas faux. Une autre question en ligne de Clément Allender, toujours pour AEF Info, pour reprendre la question de son confrère. Le contexte actuel a-t-il eu un impact sur l'avenir de la filière, par exemple sur la confiance des acteurs? Merci. Contexte actuel, c'est-à-dire Contexte politique actuel. Ah bah oui, incontestablement. Enfin, je sais pas, on est d'accord là-dessus. Là. Y a pas de... Oui, bien entendu. On est dans un contexte extrêmement instable. Bah, même, donc, évidemment. Mais plusieurs exemples. Déjà, quand tu n'as pas de ministre de l'industrie ou de ministre de l'économie disponible pour essayer d'aider des entreprises et de discuter à des solutions d'urgence, quand tu es démissionnaire, tu es démissionnaire. Hein, donc, du coup, ça, on peut aussi entendre que ça vient fragiliser et pas forcément très rassurant. C'est pas très rassurant. L'instabilité politique est... Parce que même nous, on ne peut pas interpeller du coup de ministre. Non, il y en a pas. Il y en a pas. Enfin, on voit bien que les Deux dernières questions. Vous nous avez dit que vous avez interrogé donc pas mal de constructeurs. Oui, pardon, excusez-moi. Vous avez rencontré pas mal de constructeurs, vous êtes même allé sur place, etc. Et vous en avez parlé là, je ne sais plus lequel de vous trois, disant qu'ils s'étaient sans doute rendu compte qu'ils étaient allés peut-être un peu trop dans le haut de gamme hein, et qu'ils avaient laissé tomber ou négligé en tout cas les modèles légers. Ils ont tous dit. Et alors, on sait très bien qu'après le Covid, ils ont quand même bien profité de la pénurie pour bien gonfler leur marge. Donc, est-ce que c'est pas un peu aussi... Enfin, qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous leur disiez, oui, la Chine, oui, les véhicules électriques, mais quand on regarde ça un peu avec quelques années de recul, on se dit, oui, mais enfin, les prix, ils ont vachement augmenté, mais c'est vous qui avez fait des marges incroyables. Et puis alors maintenant, vous dites, ah oui, la Chine, ils mange des croupières, l'Europe veut nous obliger à faire des véhicules tout électriques en 2035. Je les trouve un peu... On leur a expliqué. Ouais. On leur a expliqué qu'on pensait la même chose que vous. Parce que c'est vrai que dans ces années-là, ils ont fait pas mal, pas mal de dividendes, il faut bien le dire. Pour ne pas dire beaucoup de dividendes. Mais on leur a dit, hein, on est là aussi pour ça, nous, les élus. C'est vrai aussi en commission, hein, Dominique, ça nous est arrivé plusieurs fois, on leur a dit. Ils l'ont reconnu. Et c'est dans nos recommandations de faire des pubs. C'est ce qu'on appelle les kei cars. C'est ce qui se fait au Japon. C'est des voitures qui soient beaucoup plus petites, avec peut-être moins de logiciels, moins de sécurité, moins de marge, quoi, si vous voulez. Voilà, qui de ce fait-là auraient des prix beaucoup plus abordables. Donc on les incite à aller vers ce genre de véhicules pour justement mieux coller au marché. Leur karma, c'était de faire des véhicules premium, haut de gamme, et de faire de la marge. Et donc, ils ont négligé les véhicules bas de gamme. C'est vrai, ils le reconnaissent, c'est clair. Maintenant, s'ils veulent survivre, il va falloir qu'ils fassent un effort. Pour faire du volume, la solution, c'est les véhicules légers. Alors, ils nous ont aussi expliqué qu'ils avaient des très gros investissements à faire, justement pour basculer du thermique à l'électrique. Et donc, ils pensaient qu'en visant sur des plus gros modèles, ils arriveraient mieux à amortir cet investissement. Or, ils se sont rendus compte que finalement, ces modèles-là ne se vendaient pas aussi bien qu'ils l'escomptaient. Et qu'en plus, maintenant, ils étaient concurrencés par la Chine, qui a, à cause de sa surproduction et surtout à cause ou grâce à toutes les subventions qu'ils ont touchées tout au long aux différentes phases, que ce soit le R&D ou l'industrialisation, la construction, leur permet de sortir des véhicules qui sont 30% moins chers que les nôtres et donc avec ce risque qui nous envahissent. Dernière question. Oui, Vincent Ponce de Newstank Mobilité. Autre point du véhicule électrique, c'est la recharge. Dans justement vos recommandations, vous préconisez d'augmenter l'investissement pour la recharge et le déploiement. Ça consistera en quoi en fait justement, c'est dans le PLF d'avoir une niche. À inciter, c'est des amendements au PLF. À inciter notamment les bailleurs par exemple, à inciter les bailleurs sociaux ou les bailleurs, les copropriétés à installer des bornes de recharge. Et puis aussi à inciter, parce que la question nous a été posée en commission tout à l'heure, elle était tout à fait pertinente, d'inciter, ils le font déjà, mais les grands, comment dirais-je, les gens comme Total, les gens comme ça, à faire eux-mêmes des recharges de batteries. Parce que laisser la charge aux collectivités. Voilà, parce que pour l'instant, on laisse la charge aux collectivités de les faire. Et les collectivités sont déjà pendues. Donc, comment ? Ah oui, ils ont, par exemple sur les autoroutes, c'est eux, hein, c'est les grands pétroliers. Hein. Eux et Tesla. Mais il faut les inciter encore davantage.
Ouais, Mais ça sera la surprise du projet de loi de finances. non, mais comment il faut d'abord leur dire, bah allez-y, faites-le. Mais bon, Non, il faut on est quand même, pas Rémi, mais on est des libéraux, on va pas non plus intervenir dans le fonctionnement des entreprises. Non, mais c'est vrai, on va pas tourner autour du pot. Des fois, il faut quand même. Mais attendez, mais moi je suis un vieux gaulliste canal historique et je suis plutôt favorable à l'intervention de la puissance publique parfois auprès de l'économie pour faire des choses. Donc il faut un peu les... Voilà, de temps en temps. On a quand même auditionné aussi des fabricants de bornes qui nous disaient qu'ils avaient un programme de déploiement quand même assez conséquent Et rassurant. pour les mois, et rassurant, oui, pour les mois et les années à venir. Donc c'est quand même une donnée qui est prise en compte aussi par les gens dont c'est le métier et qui vont déployer ça au niveau de notre pays. En fait, c'est 7 millions de bornes. Oui. Bon. Un objectif de 7 millions de points de recharge publics et privés à l'horizon 2030. Et on est pour l'instant à pratiquement 2,5 millions de points de recharge. Vous avez des voitures comment vous? Vélo, C'est efficace. Et vélo VAE ou VE. Ah bah alors. Voilà. Et vous? Voiture? Voilà. Métro. C'est que des Parisiens. Métro. Ouais. Hybride japonaise. Une Hybride japonaise. Comme moi. Toyota. Enfin, j'ai une hybride. Non, j'ai une hybride chinoise. Ah, voilà. Mais oui, parce que j'ai une Volvo. Ah oui. Chinoise, c'est Gély. Et vous? Vous voyagez comment? Vous roulez comment? Ah oui, vous avez des difficultés, pardonnez-moi. Mais en tous les cas, Exactement, elle est fabriquée en France. Japonaise, mais en France. fabriqué en France. C'est Là, c'est la Yaris. une Toyota. Oui, D'accord. on peut dire. Comme Rémi. Ouais. Toyota comme Rémi. C'est une voiture française, la Yaris. Hein. C'est fini. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Donc, Là, on se marre, mais on est mal barré quand même. connaissance plus en détail du rapport d'information, puisqu'au-delà des 18 recommandations, vous aurez le rapport intégral et vous pourrez véritablement mieux vous imprégner de ce qui a été fait par nos co-rapporteurs. Et puis maintenant, on va, comme tous nos rapports, essayer de suivre, de les faire vivre, que ce soit à travers des préconisations qui dépendent simplement de règlement, de volonté, et puis du point de vue législatif aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.